Bonjour à tous, on va revenir sur l'accident du 11 janvier 2025 sur le réseau tramway de Strasbourg. C'est un accident qui a impliqué 2 rames de tramway, qui a fait 68 blessés. Alors je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments concrets, factuels, et puis je vous donnerai aussi mon analyse qui bien sûr restera une supposition de ce qui s'est passé, puisque tant que le BEATT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, n'a pas remis son rapport, on n'aura pas la version officielle. Il y a d'ailleurs 2 enquêtes qui ont été ouvertes, celle du BEATT et puis celle qui a été ouverte par le parquet du chef de blessures involontaires. Il faudra des semaines, il faudra peut-être quelques mois pour avoir les conclusions de l'enquête, mais il y a quand même déjà quelques éléments dont je vais pouvoir vous faire part. Le réseau tramway de Strasbourg, c'est 66 km de voies, c'est l'un des plus étoffés de France, 83 stations, 86 stations même si on inclut la partie qui va jusqu'à Kehl en Allemagne, et l'accident, on le rappelle, il est survenu au niveau de la station souterraine de la gare centrale. C'est une station qui a été mise en service le 25 novembre 1994 à l'ouverture de la ligne A, desservie par la ligne D quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 1998 exactement. C'est assez rare, les stations souterraines, les portions de souterrain pour le tramway. On a quelques villes comme Rouen, comme Nice, qui ont des tronçons en souterrain, mais le tramway n'a pas vocation, comme le métro, à rouler sous terre. Donc cette station gare centrale, c'est l'unique station du réseau de Strasbourg qui est en souterrain. Pour revenir à cet accident, tout commence un petit peu avant 15 h ce samedi 11 janvier. Comme souvent en France, les organisations syndicales manifestent, et elles le font de plus en plus souvent en cœur de centre-ville, bloquant les voies, bloquant les trams quand les villes ou les métropoles sont desservies par un réseau tramway. C'est stratégique de bloquer un tram. Quand on bloque les voies, on bloque le réseau. Quand vous bloquez une rame de tramway, en réalité, vous bloquez l'intégralité du réseau. Les rames, il faut savoir qu'elles sont espacées par une fréquence, et quand on arrête une rame, le PC, la régulation, est obligé d'arrêter l'ensemble des rames qui circulent sur la ligne. C'est ce qu'on appelle le carrousel, parce que si vous ne décidez pas d'arrêter l'ensemble des rames qui sont sur la ligne, très rapidement vous allez avoir des rames qui vont s'empiler les unes derrière les autres, et au moment où on libère à nouveau, c'est très compliqué de retrouver une fréquence équilibrée dans les deux sens. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, on va procéder à ce qu'on appelle une gestion en tronçon. À Strasbourg ce jour-là, c'est la station Homme de Fer qui est bloquée par la manifestation. La station Homme de Fer, c'est la plus grosse fréquentation du réseau tram de Strasbourg. 5 lignes de tram la desservent, A, B, C, D et F. Autant vous dire que tout est bloqué, tout le réseau est bloqué. Le PC, à ce moment-là, la régulation décide de mettre en place ce qu'on appelle une gestion en tronçon, c'est-à-dire de faire un service partiel. Puisqu'on ne peut pas exploiter la ligne d'un terminus à l'autre, on va l'exploiter au maximum sur les portions qu'on va pouvoir exploiter. Là, en l'occurrence, la ligne A, on va pouvoir l'exploiter du terminus Parc des Sports jusqu'à la station Les Halles, et sur la ligne D, pareil, on va exploiter en service partiel entre Poterie et la station Les Halles également. En circulation nominale, en mode normal quand tout va bien, les terminus, les zones de manœuvre sont équipées d'appareils de voie motorisés, d'aiguillages motorisés, d'une signalisation automatique pour laquelle le conducteur n'a pas d'intervention à faire, au minime, éventuellement au pupitre. Mais lorsqu'on travaille en situation dégradée, le conducteur, c'est un peu plus compliqué, doit descendre sur la voie, doit sabrer l'aiguille pour passer sur la voie opposée et repartir dans l'autre sens. Donc tout ça prend un petit peu de temps, à la fois pour le conducteur et pour la régulation. Il faut aussi gérer l'information voyageur, il faut expliquer aux clients qui sont dans la rame que la rame ne continue pas mais qu'elle s'arrête, et donc tout ça prend un petit peu de temps, et tout ça a vite fait d'empiler les rames à l'arrivée de la zone, c'est-à-dire à l'approche du centre-ville. Tout l'intérêt, que ce soit pour le PC, pour le conducteur ou pour l'exploitation d'une manière générale, c'est d'immobiliser le moins possible les rames, et notamment les rames qui sont en interstation, parce que ça nous est tous déjà arrivé dans un train, dans un métro, dans un tram, d'être arrêté entre 2 stations. Ça va 30 secondes et puis très rapidement on se dit qu'on aimerait bien sortir. Et a fortiori, vous allez le comprendre, pour cette rame de la ligne A qui arrivait en station gare centrale, vous avez des voyageurs qui ont leur train à prendre, avec une hâte, c'était de pouvoir accéder à quai et descendre. On a une première rame donc qui arrive en station gare centrale. C'est une rame qui est sur la ligne A, qui vient du terminus Parc des Sports à destination de Grafenstaden. Et c'est une rame Alstom Citadis 403, exactement celle que vous voyez ici là à l'image, dans le même sens, sur la même ligne, au même endroit, c'est exactement ce que vous voyez. Alors les rames Citadis, ce sont les rames les plus vendues dans le monde. Un peu plus de 2300 rames vendues par Alstom dans 55 villes dans le monde entier. Le modèle Citadis, il existe en 3 éléments, 5 éléments, 7 éléments. Là, on est sur un modèle qui fait 45 mètres, 7 éléments, et on peut mettre un peu plus de 200 personnes. Ça commence à être une grosse capacité, mais en même temps, à Strasbourg et sur la ligne A, on draine du monde. Ce modèle-là, il a été livré à Strasbourg au nombre de 41 rames qui ont été livrées entre 2005 et 2007. Une rame, elle est conçue pour durer 40 ans. 20 ans d'utilisation, 20 ans d'exploitation, c'est pas énorme, elle est à la moitié de sa vie, et puis il y a des entretiens de toute façon qui sont très approfondis et très réguliers. Par contre, on n'avait pas tout à fait les mêmes options qui étaient mises en place par Alstom au lancement, à la commercialisation de ces rames-là, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que depuis, la technologie
technique a fait des progrès et les retours aussi d'expérience, d'accidents ont permis à Alstom d'intégrer certains correctifs, notamment l'anti-rollback, mais ça je vais y revenir dans un instant. Cette rame-là, en service sur la ligne A, fait donc son échange de voyageurs à la station Gare Centrale. Et il y a de fortes chances, mais là c'est mon point de vue, tant que l'enquête ne le dit pas, on pourra pas le savoir. On sait qu'une station plus loin, après la station des Halles, on a notre retournement sur ce TNR, cet appareil de voie mécanique qui fait que les rames prennent un petit peu de temps pour se retourner. Donc souvent il y a quand même quelques rames qui sont en attente. Derrière la ligne A, on a une rame de la ligne D qui est à l'approche, qui est déjà rentrée dans le tunnel. Et à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que le PC a dû dire à la conductrice de la ligne A, la première, repart de la station, avance un peu dans le tunnel. Ça devrait pas durer longtemps au hall avant de libérer le quai. Mais on a une rame de la ligne D qui est juste derrière, qui aimerait bien faire son entrée en station Gare Centrale pour libérer ses voyageurs. Et puis ça va se décanter, donc tu patienteras en interstation ou tu roules au pas, je sais pas ce qui s'est dit, mais entre Gare Centrale et les Halles. Et donc cette conductrice de la ligne A, en tête, repart en direction de la station des Halles, qui est située en sortie de tunnel, en haut de la rampe. Et arrivée à moitié de la rampe de sortie, la conductrice s'arrête juste avant la station Les Halles, en attente de pouvoir accéder au quai. Tout simplement parce qu'il y avait encore une rame à ce moment-là. Et la rame D, la rame qui est derrière, elle fait son arrêt. Station Gare Centrale, dans le sous-sol. Elle se doute de rien. Et alors cette rame, la rame de la ligne D, vous la voyez également, je vous la mets en illustration, c'est une rame plus récente. C'est une Citadis également, Alstom également, de deuxième génération. Il y a une dizaine d'années qui séparent en fait les deux rames dans la conception. Donc elle fait son arrêt en station. À ce moment-là, la première rame qui est dans la rampe décroche. Pourquoi? On ne le sait pas. Je mettrai une ou deux hypothèses tout à l'heure. Mais il se trouve que la rame repart en arrière. Et elle repart en arrière en prenant de la vitesse. Elle remontera jusqu'à soixantaine de km/h. Et donc, elle vient percuter la rame de la ligne D qui était encore en station. Elle heurte à pleine vitesse. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Sur les rames, il faut savoir qu'il y a un frein d'immobilisation. Frein d'immobilisation, quand la rame est à l'arrêt, ça permet, comme son nom l'indique, d'immobiliser la rame. Dès que la rame est à moins de 1 ou 2 km/h, la rame s'arrête. Un frein électro-hydraulique pour chaque bogie, à la condition que la rame soit quasiment à l'arrêt. Deuxième type de freinage, ce sont les patins magnétiques. Ils sont, pour les rames de première génération, pas automatiques. C'est-à-dire que le conducteur peut les déclencher manuellement. Patins magnétiques, c'est 2 patins par bogie et 6 tonnes de poussée par patin magnétique. C'est-à-dire 12 tonnes par bogie. Et là, vous êtes sûr que c'est assez violent d'ailleurs. La rame s'arrête immédiatement. Alors, soit ça n'a pas fonctionné, soit la conductrice dans sa descente n'a pas forcément eu le réflexe de dire « j'enclenche mes patins magnétiques pour arrêter au plus vite ma rame ». On ne sait pas, peut-être qu'elle l'a fait et que ça n'a pas fonctionné. Troisième type de freinage qui aurait pu servir ou peut-être a été en défaut ou dont la conductrice n'a peut-être pas eu le réflexe d'utiliser, c'est le freinage d'urgence. C'est ce qu'on appelle le FU. Vous avez un manipulateur de traction, je vous mets également en photo ce à quoi ça ressemble, vous l'avez peut-être déjà vu, qui permet pour actionner le mouvement de la rame en avant ou en arrière de pousser vers l'avant. Et c'est là que c'est traître, parce que vous allez voir que ce manipulateur de traction, soit on le pousse vers l'avant pour mettre la machine en action, que ce soit en avant ou en arrière, et on le retire vers soi pour freiner, et quand on le retire complètement vers soi, on déclenche un freinage d'urgence. Pourquoi c'est pas naturel? Je vais vous donner un exemple, parce qu'en fait, on a déjà eu une dérive il y a quelques années, le 8 novembre 2020, à Clichy-sous-Bois, dans le 93, vraiment qui ressemble à ce qu'on a vécu à Strasbourg, sur une rampe à 7%. Une rame qui n'était pas équipée non plus du système de détection de dérive, et la rame est redescendue parce que le conducteur n'a pas réussi à l'immobiliser. Un tout petit mot sur ce système d'anti-dérive, d'anti-rollback. Il y a eu quelques incidents ces dernières années qui ont amené Alstom à réfléchir à un système qui empêchait le retour arrière d'une rame. Si pour une raison ou une autre, elle repart en marche arrière, la rame détecte que ça n'est pas normal et donc elle déclenche un freinage d'urgence qui arrête la rame immédiatement. Ce qui s'était passé ce jour-là à Clichy, c'est qu'on n'avait pas de rollback. Le conducteur a paniqué pendant que la rame reculait. Il a eu tendance à tout faire pour ramener la traction, c'est-à-dire repousser son manipulateur en avant. Mais en fait, qu'on soit en avant ou en arrière, le manipulateur de traction, quand vous poussez, il est là pour entraîner les moteurs. Humainement, on a l'impression que quand on pousse vers l'avant, on va en avant, quand on revient en arrière, on va en arrière. En réalité, ce qu'il aurait fallu faire, le conducteur ou la conductrice ramène tout à zéro et déclenche un freinage d'urgence. Dans le cadre d'une dérive, on n'a pas le réflexe de ramener à soi. Parce qu'en fait, on a toute la rame. En charge, on doit être pas loin des 65-70 tonnes. On a l'impression qu'on contribue à faire reculer la rame en retirant en arrière. Or, c'est ça qu'il faut faire pour déclencher un freinage d'urgence. Et quand on pousse vers l'avant, on a l'impression, humainement, d'essayer de tout faire pour faire changer le mouvement de la rame, mais ça n'est pas ce qui fonctionne. L'enquête évidemment dira ce qui s'est passé. Les accidents sont toujours source d'enseignement. Il y a fort à parier dans les mois qui viennent que ce dispositif anti-rollback soit imposé très probablement sur toutes les rames. À voir s'il n'y aurait pas aussi, je vous le disais, du côté de la formation initiale ou formation continue, des rappels qui pourraient être faits sur le sujet de la dérive. Mais c'est une situation tellement rare, encore une fois, que c'est pas forcément ce qui va être prioritaire dans les formations des agents de conduite. Voilà pour les éléments techniques, concrets. Voilà pour les quelques suppositions que j'ai pu faire. Tant que l'enquête n'a pas donné son rapport, évidemment, tout ce que je vous dis là reste supposition. Je vous ferai savoir effectivement la suite de l'enquête quand on aura le rapport officiel du BEATT. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous et à bientôt.